Bonjour tout le monde, on va démarrer, c'est l'heure. Merci d'être là parmi nous. Comme vous savez, les négociations de branche sont en cours. Bientôt, c'est les négociations et valorisation des tarifs qui vont commencer dans les entreprises. Ils vont poursuivre également peut-être les négociations salariales. Et donc, chez TLF, nous avons trouvé que c'était un bon moment de parler de la négociation ou des négociations. Notre expert d'aujourd'hui, c'est Monsieur Gréco, qui va venir nous parler de ce sujet. Et c'est à vous. Parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. La présentation, le webinaire est toujours particulier. Pourquoi? Parce que on s'exprime seul face à un écran. Bien évidemment, vous aurez la possibilité à la fin de cette présentation de me poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Donc, merci Olga pour me donner la possibilité de m'exprimer sur cette thématique extrêmement large qu'est la négociation. Donc, je vous propose une présentation à partir d'un support. Elle sera agrémentée également d'exemples, elle sera agrémentée de vidéos, de manière à ce que vous puissiez visualiser les concepts et les principes dont je vous parle. Alors, je vais commencer par une excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est que vous savez toutes et tous négocier. Pourquoi est-ce que vous savez toutes et tous négocier? Parce que dès lors que vous entrez en interaction avec une ou plusieurs personnes, quel que soit le sujet, à partir du moment où il y a des motivations, des intérêts, vous êtes dans un processus de négociation. Ce peuvent être des négociations personnelles avec votre belle-mère, avec votre mari, avec votre femme, que sais-je, avec vos enfants. Ce peuvent être des négociations en interne chez vous, à l'intérieur de vos organisations, ou bien en externe vis-à-vis de vos clients. Alors, je vais partager le support et puis je vais me présenter également pour que vous sachiez qui je suis et ce que je fais. Donc, j'espère que vous voyez cette présentation. A priori, ça devrait être bon. Donc, le titre de la présentation, c'est la stratégie des gains mutuels pour l'ensemble de vos négociations. Je vous dirai dans quelques minutes ce que sont les gains mutuels. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Giancarlo Greco. J'ai deux métiers. Moi, j'ai un métier de formateur en négociation et en stratégie d'influence. Et je coach également des dirigeants, des hommes et des femmes politiques. Donc, ce sont deux activités très différenciées. Un métier de transmission en tant que formateur, un métier d'accompagnement en tant que coach professionnel. Donc, je suis dans cette activité depuis 8 ans, bientôt 9. Auparavant, j'étais négociateur professionnel dans l'industrie du médicament, dans l'industrie pharmaceutique. Et mon métier consistait à représenter les intérêts de l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'un représentant d'intérêt? Un représentant d'intérêt, c'est un peu ce que Olga fait et ce que le TLF fait, à vrai dire. Moi, je devais aller négocier avec les pouvoirs publics, avec des députés, avec des médecins, avec des chefs de service, par rapport à une gamme d'antidotes et aux risques terroristes. Et mon métier, plus simplement, est un métier de lobbyiste. Je possède également une expérience à l'international. J'ai eu la chance de travailler 3 ans à Rio, au Brésil, avec une particularité qui est que lorsque vous allez négocier avec des cultures différentes, il va falloir, avant même d'aller négocier, tenter de comprendre quel est le fonctionnement culturel et socioculturel des personnes que vous avez face à vous. Enfin, à titre d'information et de nombre de personnes formées, moi j'ai eu la chance de former depuis un peu plus de 8 ans, plus de 3000 personnes dans des secteurs d'activité très différents, très variés, que ce soit le secteur commercial, le secteur RH, le secteur des achats, des fournisseurs, bref, nous intervenons en tout cas dans tous ces secteurs-là. Alors, présentation maintenant du Centre européen de la négociation. Le Centre européen de la négociation existe depuis 1983, donc ça remonte, hein. Moi, à l'époque, j'avais une douzaine d'années. Nous intervenons sur plusieurs thématiques. La première, c'est le conseil. On va nous solliciter lorsque il y a des négociations annuelles obligatoires, lorsque les accords ont du mal à être valorisés. Donc, on intervient auprès d'un comité de direction, auprès d'une organisation syndicale, ça nous est arrivé également. La formation, quant à elle, représente plus de 60% de notre activité.
Donc nous faisons de la pédagogie à partir de mise en situation. On va vous immerger en négociation de manière à faire ressortir des processus efficaces dans le cadre de vos négos. Nous accompagnons également et nous coachons des négociatrices et des négociateurs. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus individualisé. Donc on va coacher à travers un contrat de coaching. Et puis la médiation, pour vous expliquer quelle est la différence entre médiation et négociation. Lorsqu'il y a négociation, les personnes en présence vont tenter d'arriver à un accord, parfois avec des tensions, parfois dans la douleur, disons-le, hein, ça fait partie des tensions en négociation. La médiation intervient au moment où les négociatrices et les négociateurs ne sont plus en mesure de négocier. Pourquoi ? Parce que le conflit est là. Alors malheureusement, l'actualité nous donne des exemples absolument dramatiques en ce moment, mais les personnes en présence sont dans l'incapacité de négocier. D'ailleurs, c'est la guerre, hein, disons-le. Donc, la médiation pourrait intervenir de manière à obtenir ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Donc, voilà la différence entre négociation et médiation. Alors, plus de 40 ans d'expertise, nous formons plus de 3000 personnes par an, plus de 200 000 personnes formées, me semble-t-il. Nous pouvons intervenir dans des langues différentes. Moi, j'ai la chance de pouvoir intervenir en italien, qui fait partie de mes langues maternelles. Et pour les formations ensuite en espagnol, en anglais, nous prenons des natifs ou des biculturels, comme cela est mon cas, de manière à rentrer dans la subtilité de la négociation. Donc, les origines de notre méthode. Alors, notre méthode, elle est issue d'un ouvrage qui s'appelle « Comment réussir une négociation ». Alors, c'est un ouvrage qui a été édité à l'université d'Harvard, à Boston, aux États-Unis. Donc, c'est l'ouvrage de référence, c'est l'ouvrage vraiment qui a permis de passer à ce type de négociation que l'on appelle la négociation intégrative. Donc, comment intégrer de la valeur de manière à ce que les personnes soient satisfaites de part et d'autre. Donc, le programme de négociation d'Harvard a créé la méthode dans les années 80. Roger Fisher et William Ury sont les deux fondateurs. Ils ont accompagné de très nombreux négociateurs dans des négociations plutôt politiques, géopolitiques, et ils ont permis à plusieurs intervenants, plusieurs chefs d'État notamment, d'obtenir des prix Nobel de la paix, donc 2 prix Nobel de la paix. Un premier qui était partagé entre l'Égypte et Israël il y a de très nombreuses années, lors des accords de Camp David en 1978. Et ils ont accompagné également, Roger Fisher a accompagné également Nelson Mandela, de manière à obtenir un prix Nobel de la paix au début des années 90. Donc le Centre européen de la négociation, c'est un organisme de formation qui a récupéré cette méthode, qui est une méthode sous licence, bien évidemment, et nous utilisons les mêmes mises en situation que ce que vous pourriez vivre et avoir en termes d'enseignement à l'université d'Harvard. Alors, quel est le programme de ces 45 minutes? Alors 45 minutes, ça va supposer que vous puissiez avoir de l'attention, de l'écoute, là, que vous puissiez vous polariser sur cet écran, que je puisse également vous intéresser dans ce que je vais vous dire. Donc, durant ces 45 minutes, nous allons voir d'abord ce que nous négocions. Car, voyez-vous, il y a des objets, il y a des croyances également en négociation. La première croyance, c'est que la négociation est un acte d'achat-vente. Or, on négocie tout le temps des objets totalement différents. Après, le que négocions-nous, donc l'objet, une définition de la négociation, en tout cas notre définition au Centre européen de la négociation. Quelles sont les stratégies utilisées par les personnes vis-à-vis desquelles vous allez négocier, par vous-même? Voyez-vous, la négociation n'est en fait qu'un jeu de comportement. Les personnes jouent des comportements à la table de la négociation. On pourrait, par une image, par une analogie, dire que la négociation, en fin de compte, n'est qu'une grande pièce de théâtre dans laquelle des comédiens que nous sommes vont venir affronter des idées, affronter tout un tas de tensions dans la négociation de manière à obtenir des résultats. Et bien évidemment, au-delà de ce monologue dans lequel je me lance pendant les 40 minutes à venir, 45 minutes, j'aurai le plaisir de faire votre connaissance. Vous pourrez bien évidemment me poser des questions. Donc,
Si une question vous vient à l'esprit, prenez le temps de la noter et au terme de 40-45 minutes, j'aurai le plaisir d'y répondre. Alors, pour commencer, allons vers l'objet de la négociation. Donc, qu'est-ce que nous négocions? Vous allez voir que les objets sont très différents. Je vais commencer par une première négociation que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vécue. Il s'agit de la négociation d'une cuisine équipée. Donc, négociation commerciale, négociation d'achat. Alors, pour les acheteurs que vous avez pu être, que vous êtes, si vous avez un sujet en ce moment sur la cuisine équipée. Et donc vous achetez, le cuisiniste est censé vous vendre une cuisine. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce type de négociation et quelles sont les techniques qui sont utilisées par les vendeurs de cuisine. Alors, au-delà de la vente de la cuisine, on pourrait très bien transposer cela à la vente d'une voiture, à la vente d'une moto, à la vente d'un canapé, d'un matelas, peu importe. Voilà ce que vont faire les cuisinistes lorsque vous allez acheter une cuisine. La première chose, c'est qu'ils vont vous offrir très rapidement un café. En vous offrant un café, dans cette négociation commerciale, le cuisiniste agit sur un levier psychologique qui est le levier du don et de la réciprocité. Je m'explique. Parce que dans les premières minutes, je vous offre un café, je crée dans votre cerveau une notion de redevabilité. Puisqu'on m'a offert un café, je dois quelque chose, je dois au moins rester quelques minutes de manière à écouter ce que le cuisiniste va me dire. Une fois que le café vous a été offert, on va vous poser une question. Cette question s'appelle la recherche des besoins. Tout ce que je vous livre ici, un peu comme le magicien qui vous explique le tour de magie, ce sont les techniques de vente qui sont mises en place dans cette négociation commerciale. La question que je vais vous poser dans la recherche de besoins va être une question ouverte. Que recherchez-vous? Quelle est la cuisine de vos rêves? Donc là, si vous rencontrez un cuisiniste, c'est extraordinaire, bien évidemment. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir vraiment de manière à ce que vous puissiez évoluer parfaitement dans votre prochaine cuisine? Donc, pour résumer les 2 premières étapes, 1, je vous offre un café. 2, je recherche les besoins. La troisième tactique qui va être utilisée est appelée la tactique du lien social. Qu'est-ce que le lien social? Par le lien social, je vais tenter de récupérer des informations sur ce que vous êtes, ce que vous faites, de manière à créer un lien. Voyez-vous, j'ai acheté une cuisine équipée, moi, il y a 2 ans et il se trouve que le cuisiniste ne savait pas que j'étais formateur en négociation. Il ne le savait pas. Donc moi, j'ai commencé à m'échauffer un tout petit peu avec lui, la négociation a duré plus de 2 heures, 2h30 d'ailleurs, au grand désespoir de ma femme et de ma fille qui étaient présentes d'ailleurs. Et ce cuisiniste a utilisé les mêmes techniques. Il m'a offert d'abord un café que j'ai refusé. Je l'ai refusé automatiquement. Ensuite, il m'a posé quelques questions, puis j'ai fait semblant de ne pas être intéressé et j'avais dit à ma femme d'ailleurs: «Écoute, moi je joue le mauvais flic, le bad cop et toi tu joues le bon flic, donc tu seras aimable avec lui alors que moi je serai plutôt désagréable et compétitif». Au bout de quelques minutes, ce monsieur a fait le lien social, donc la troisième étape et il m'a dit: «De quel coin d'Italie êtes-vous?» Donc il a tenté de créer un lien social. Pourquoi? Pour se rendre sympathique avec moi. Or, il se trouve que je m'étais paramétré de manière à ne pas être sympathique, à être plutôt antipathique avec lui. Donc, première étape, j'offre un café. Deuxième étape, je questionne, je recherche les besoins. Troisième étape, je tente de créer un lien social de manière à me rendre aimable, sympathique. De manière à ce que, d'ailleurs, je puisse me dire: «Tiens, c'est amusant, mais le cuisiniste a exactement la même cuisine que la mienne. C'est quelqu'un qui me comprend». Et l'estocade est venue très rapidement. Au bout d'une heure, ce cuisiniste a utilisé une dernière tactique qu'on appelle la tactique de la rareté. Qu'est-ce que la tactique de la rareté? Monsieur Gréco, si vous vous décidez avant ce soir, je peux exceptionnellement vous offrir moins 20% sur tout l'électroménager. Voyez-vous, dans 95% des cas, lorsque les 4 étapes ont été respectées, ces 4 étapes peuvent prendre un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 2h30 comme c'est le cas. 95% des personnes vont signer la cuisine si ces 4 étapes ont été respectées. Prix d'appel de la cuisine,
à l'époque, 15 000 €. Prix de sortie de la cuisine après 2 heures et demie de négociation, 7 200 €. Donc, au plus vous allez négocier, au plus vous allez questionner, au plus vous allez rentrer dans le processus, au plus vous aurez de chances d'obtenir un prix sur la cuisine. Deuxième objet de négociation, ça va vous paraître curieux, c'est pourtant d'actualité malheureusement. Vous êtes pris en otage. Alors ici, l'action se déroule au Soudan du Sud, qui est un endroit que je vous déconseille hein, pour passer des vacances. Vous êtes donc prise ou pris en otage. Toute la compétition que vous auriez pu mettre pour l'achat de la cuisine ici, vous allez l'oublier. Il est hors de question, face à un preneur d'otage, hein, si vous n'êtes pas armé bien évidemment, de rentrer en compétition. Vous allez plutôt être extrêmement coopérative ou coopératif. D'ailleurs, c'est ce qui va vous être demandé par les négociateurs de prise d'otage. Hein. Nous travaillons parfois avec ces négociateurs-là, de manière à ouvrir des poches de négociation. Pourquoi? Parce que le risque est malheureusement de se retrouver comme la personne qui est derrière le preneur d'otage, hein, que vous pouvez visualiser. Le risque, c'est de perdre la vie. Donc, voyez-vous, on peut déjà négocier une cuisine, on peut négocier sa survie lorsqu'il y a une prise d'otage. Troisième exemple de négociation. Alors, ce visage vous dit peut-être quelque chose. Sophie Binet est maintenant à la tête de la CGT, donc elle est secrétaire nationale de la CGT. Elle a remplacé Philippe Martinez, que le monde connaît par rapport à ses magnifiques moustaches. Pourquoi est-ce que je mets Sophie Binet? Pour déjà vous dire qu'ici, il ne s'agit pas d'une négociation commerciale, d'une négociation pour sauver sa peau, mais de négociation sociale. Comme le disait Olga tout à l'heure, il y a des négociations annuelles obligatoires dans lesquelles vous allez négocier vis-à-vis de vos collaborateurs et vos collaboratrices l'amélioration de leurs conditions de travail. Qu'il s'agisse du salaire, qu'il s'agisse des primes, qu'il s'agisse de la rémunération plus globalement, qu'il s'agisse de l'ergonomie au travail, qu'il s'agisse des camions, qu'il s'agisse, etc., du temps de travail, etc., etc. Alors pourquoi Sophie Binet par rapport à Philippe Martinez? Parce que la négociation est également une question de personnalité. Votre personnalité, nous, au Centre européen de la négociation, nous n'y touchons pas. C'est ce qui va faire votre particularisme, votre signature en négociation. Sophie Binet, qui par ailleurs est passée dans tout un tas d'entreprises, a une personnalité qui parfois, je dis bien parfois, est beaucoup plus coopérative. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise parfaitement le monde de l'entreprise et des cadres notamment en entreprise. Donc j'ai cherché et puis j'ai trouvé ceci. Alors c'est relativement récent, ça date d'octobre 2022. Enfin, relativement récent, c'est une petite année. Donc là, il s'agit des négociations annuelles obligatoires, donc de négociations sociales. Et j'ai vu sur le site de Force ouvrière, donc qui est un syndicat auquel vous êtes parfois et probablement confrontés, que dans le transport routier de marchandises, rien ne change. Alors, je ne sais pas ce qui doit changer ou ce qui mériterait d'être changé. En tout cas, j'attends quelques questions par rapport à vos négociations annuelles obligatoires en fin de présentation, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire changer et pour vous donner quelques pistes ou quelques clés de manière à faire de nouvelles propositions au syndicat. Enfin, je vous ai parlé des négociations professionnelles. Donc là, j'évoquais des négociations professionnelles. Alors, une négociation de prise d'otage qui est très particulière, bien évidemment, et rare, heureusement. Euh, Ici, cette maman tente de négocier avec ce petit bonhomme là qui, il suffit de regarder son visage, hein, le non-verbal, le langage corporel, pour voir qu'il n'est pas réellement satisfait. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous irez un jour vous former en négociation, eh bien, vous pourrez négocier à la fois au niveau professionnel et au niveau personnel, avec une particularité au niveau personnel, qui est que lorsque vous négociez sous seing privé, lorsque vous négociez avec vos conjoints, avec vos enfants, l'affect va rapidement prendre le dessus sur la négociation. Pourquoi? Parce qu'avant d'être des êtres rationnels, avant d'être directrice, directeur des achats, des ressources humaines, que sais-je, de la logistique, etc., nous sommes des êtres profondément émotionnels. Donc ici, ce qui se joue entre ces deux-là, alors avec l'enfant qui
à son âge, est relativement limité dans ses capacités à négocier, c'est l'émotion qui prend le dessus sur la raison. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont des adolescentes ou des adolescents à la maison, ce qui est mon cas d'ailleurs, eh bien là, on peut considérer que la négociation peut être relativement difficile. Donc j'en arrive à la définition de ce qu'est une négociation. Eh bien, la définition est très simple. C'est une situation d'échange et de communication avec des intérêts, avec des motivations, avec des besoins. Parfois, voyez-vous, les intérêts sont communs. Allez, prenons le cas des prochaines vacances, les vacances de la Toussaint. Chérie, j'aimerais bien tellement repartir à Trouville pour passer les vacances de la Toussaint. Écoute, avec grand plaisir. Je n'osais pas te le demander, mais partons ensemble à Trouville. 5% des négociations ont des motivations ou des intérêts communs. Parfois, voyez-vous, les intérêts sont différents. Encore à Trouville, mais on passe toutes nos vacances à Trouville. Pourquoi on n'essaierait pas autre chose? Pourquoi on ne partirait pas un peu plus bas sur la côte atlantique? Voyez-vous, là, une première tension arrive en négociation. Et puis, parfois, la tension finale, le conflit. Il se trouve que ma mère va venir avec nous. Horreur, malheur. Ta mère vient avec nous. Il est hors de question de partir en vacances. Voyez-vous, votre job en négociation, il débute à partir du moment où les intérêts sont différents, sont divergents et deviennent parfois même conflictuels. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais au préalable, seulement 5% de nos négociations ont des intérêts communs. Alors, bien évidemment, on ne nous donne pas le mode d'emploi pour savoir comment négocier. Lorsque j'ai débuté ma carrière, au début des années 90, on m'a dit: «Il faut que tu ailles vendre des médicaments», mais on ne m'a pas dit comment aller les vendre. Donc j'ai dû me débrouiller et puis, sur le tas, sur le terrain, j'ai appris au fur et à mesure à négocier. Ensuite, je me suis formé. Maintenant, je suis formateur en négociation. Donc tout ça pour vous dire que vous savez négocier, il y a des choses que vous faites bien et puis des choses qui peuvent vous mettre en danger en négociation. Alors dans les quelques minutes qui restent, dans les 20 minutes qui restent, un tout petit peu plus, je propose de commencer par le premier comportement que les gens jouent en négociation. Et ce premier comportement, figurez-vous que c'est le rapport de force. Donc je vais vous expliquer pourquoi les gens font du rapport de force, pourquoi est-ce qu'ils rentrent au combat en négociation et quelles sont les réponses que l'on peut apporter lorsque les personnes rentrent au contact et en rapport de force en négociation. Pour illustrer mon propos, j'ai retrouvé dans l'actualité, alors là, ça date d'il y a une dizaine d'années maintenant, enfin, la photo est plus récente. Rappelez-vous de l'écotaxe. Alors, qu'est-ce que l'écotaxe? L'écotaxe, c'est une vignette, alors je pense que vous savez ce que c'est dans votre secteur d'activité, c'est une vignette qui avait été décidée à l'époque par le pouvoir en place, sous l'égide de Ségolène Royal, qui avait souhaité, à tout prix, à partir de portiques installés sur les voies rapides et sur les autoroutes, sur le périphérique parisien par exemple, il reste des vestiges de ces portiques, bien évidemment. Alors que s'est-il passé dans cette négociation? À vrai dire, il n'y a pas vraiment eu de négociation. Il y a eu une consultation, il y a eu une information. Les négociations ont tenté de débuter. Malheureusement, le passage en force n'a pas fonctionné. Pourquoi? La première raison, c'est que cette norme européenne qui avait été décidée au niveau de l'étage européen, la France, le pouvoir politique à l'époque s'est dit: «Nous allons réussir à convaincre les Français que par rapport au dérèglement climatique, par rapport à l'écologie, cette vignette sera salutaire». Le problème, à vrai dire, c'est que le gouvernement a voulu passer en force. Or, ils ont oublié que le passage en force ne fait que renforcer l'opposition. Il se trouve que bien avant les Gilets jaunes, c'était en 2013, bien avant les Gilets jaunes, la Bretagne et les voies rapides en Bretagne, et donc les chauffeurs routiers et les entreprises, se sont insurgés. Donc ça, le gouvernement ne l'a pas vu venir. Non seulement ils ne l'ont pas vu venir, ils n'ont pas vu venir les bonnets rouges. Donc les bonnets rouges, ce sont
ces Bretons qui ont revêtu des bonnets de manière à montrer la contestation, et pas qu'eux, qui sont partis au contact. Et le résultat de cela, ça a été la capitulation politique, ça a été le renoncement. Alors, derrière ce renoncement et derrière cet exemple que je vous donne, l'exemple est purement illustratif, bien évidemment, quels ont été les résultats? Eh bien, le premier résultat, c'est la perte de crédibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut à tout prix passer en force, lorsqu'on veut à tout prix faire passer l'écotaxe, la réforme des retraites, etc., etc., lorsque l'explication n'est pas bien donnée, lorsque la communication n'est pas claire, le risque, c'est de provoquer automatiquement une opposition. Donc, perte de crédibilité. Donc, ce manque de communication et ce manque de coordination, on a pu l'observer. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Ségolène Royal, ne lui jetons pas la pierre, son mandat était de faire à tout prix passer cette écotaxe. Elle a tenté, elle a tenté. Malheureusement pour elle, il y avait à l'intérieur même du gouvernement quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Le Drian. Ça vous dira quelque chose, Jean-Yves Le Drian, qui, comme son nom l'indique, est breton, et qui, lui, a été plutôt à faveur des bonnets rouges et non pas du gouvernement. Donc, il y a eu ce que l'on appelle un non-alignement des négociateurs en interne. Voyez-vous, si vous êtes deux en négociation et si vous ne vous êtes pas bien mis d'accord sur la manière de négocier, vous risquez de partir au clash en négociation. Enfin, le résultat final et la conséquence, voyez-vous, c'est la dilapidation de l'argent public. Cette écotaxe nous a coûté, parce que la répercussion est une répercussion sur les deniers de l'État, sur les deniers publics, sur notre argent, à vrai dire. Ceci a coûté plus de 2 milliards d'euros à l'État. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait du rapport de force, en fin de compte? La première chose, c'est que on fait du rapport de force parce que nous réagissons à l'instinct. À partir du moment où vous attaquez quelqu'un, les parties cérébrales qui vont s'activer sont les parties les plus profondes. C'est la partie qui sort de la moelle épinière, la partie du cerveau reptilien. Cette partie-là, elle va réagir automatiquement lorsque nous sommes agressés. En quelques millièmes de seconde, le cerveau limbique au-dessus, qui est le cerveau qui gère l'émotion, va provoquer une émotion. L'émotion, ça peut être la peur, ça peut être la colère. En tout cas, c'est une émotion telle qu'il va y avoir une réaction automatique. Si vous réagissez, vous êtes foutu. La deuxième chose, c'est que lorsque l'émotion a pris le pouvoir, la partie haute du cerveau, que l'on appelle le néocortex, ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Une fois que l'émotion s'en mêle, toute la partie de l'écoute, la partie de la communication, la partie de la construction d'idées ne fonctionnera plus au niveau cérébral. Donc, lorsqu'on est attaqué, nous contre-attaquons la plupart du temps. Donc, nous visons le court terme. Nous défendons en fait nos seules motivations, nos seuls intérêts. Nous réagissons par l'attaque à la contre-attaque. Donc, pour résumer, quels sont les avantages et les inconvénients du rapport de force? Le premier avantage du rapport de force, c'est que vous obtiendrez des gains rapides. Écoute, maintenant, tu vas te coucher tout de suite, ou j'appelle ton père, ou j'appelle ta mère. Voyez-vous, c'est ce que nous faisons, alors que l'on soit formateur en négociation, DRH, que sais-je encore. On passe souvent au rapport de force. Pourquoi? Parce qu'on veut se débarrasser rapidement de la négociation, on veut passer à autre chose. Il y a également une satisfaction narcissique. Et combien de négociateurs est-ce que j'ai pu rencontrer, combien en ai-je rencontré dans les organisations qui ont pu me dire: «Mais vous savez, moi, je suis une négociatrice ou un négociateur redoutable». Bon, cette satisfaction narcissique est de courte durée. Le troisième avantage, c'est la réputation. Voilà, je suis le gros dur en négociation, je sais négocier. Alors, voyez-vous, en ce moment, l'actualité nous livre un exemple absolument tragique, qui est l'exemple de Netanyahou, par exemple, en Israël, qui a voulu passer en force, qui pense être un négociateur redoutable. Et malheureusement, les résultats sont des résultats tragiques et dramatiques, de part et d'autre. Quels sont les inconvénients maintenant au rapport de force? Le premier inconvénient, c'est que c'est extrêmement coûteux. Alors, c'est coûteux à plusieurs niveaux.
C'est coûteux au niveau relationnel. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai blessé quelqu'un, lorsque je l'ai humilié, lorsque je lui ai fait perdre la face, je dois m'attendre à une chose, c'est que cette personne se venge un jour en négociation. La deuxième, c'est l'impact émotionnel. Quand vous vous mettez en colère ou lorsque vous subissez un rapport de force, 1 minute de colère, 25 à 30 minutes de récupération au niveau cérébral. Pourquoi? Parce que la colère va consumer énormément de glucose au niveau de votre cerveau. La troisième chose, c'est la stimulation du désir de revanche, comme je vous le disais, et la vengeance de la partie adverse. Certes, vous pouvez y aller au rapport de force, mais n'oubliez pas que la personne qui a subi le rapport de force, un jour ou l'autre, elle voudra se venger dans le rapport de force. Voilà la vengeance, voilà la vengeance de l'État. Pourquoi? Parce que l'État, certes, s'est senti humilié, ils se sont retournés, donc ils se sont constitués de manière à se retourner vis-à-vis des bonnets rouges et à demander une indemnité de 200 000 €. Alors, c'est une indemnité qui a été diluée, bien évidemment, et puis l'actualité est passée à autre chose. Donc, vous voyez à quel point, lorsqu'on y va au rapport de force, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un retour de bâton du rapport de force. Vous allez pouvoir visualiser une vidéo. Voilà ce qui se passe pour Nicolas Sarkozy il y a quelques années, alors qu'il ne s'attend pas du tout à rentrer en rapport de force. Alors, ce que j'essaie de vous dire par le rapport de force et ce que vous avez pu visualiser ici, c'est l'effet de surprise. C'est le fait également que Nicolas Sarkozy ne s'attendait pas du tout à voir un renversement du rapport de force. Donc, qu'aurait-il pu faire à ce moment-là? La première chose, c'est monter au balcon. Alors, ceci est une expression, bien évidemment, il n'est pas chercher un balcon de manière à fuir la négociation, mais ça aurait pu être une suspension de séance, par exemple, hein. Je suspends la séance et je reviens. Le problème ici, c'est qu'il est obligé de négocier face à Vladimir Poutine. La deuxième, c'est que, avant d'argumenter, avant de faire la leçon de morale à Vladimir Poutine, il eût mieux valu questionner. Pourquoi? Parce que le problème de l'argumentation, c'est qu'elle ne fait que renforcer les arguments négatifs de la personne qui est face à soi. Il aurait pu également pratiquer l'écoute active. Et je vais vous parler d'écoute active un tout petit peu plus loin. Il aurait pu recadrer sur les conséquences des actes. Plutôt que d'incriminer Vladimir Poutine, il aurait pu lui dire: mais quelles seraient les conséquences s'il venait à y avoir davantage de morts? Que se passerait-il si? Et à ce moment-là, il aurait induit la justification de la partie adverse et non pas la contre-attaque. Enfin, évaluer les solutions de rechange. Est-ce que je suis obligé de tenir cette négociation? N'y a-t-il pas un autre cadre où dois-je vraiment aller négocier avec ce décideur politique en ce moment même? Alors parlons de l'écoute active rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une clé que vous pouvez utiliser très facilement. C'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, l'écoute active. Je vous parle des travaux de Carl Rogers, qui est le père de l'écoute active, qui était psychothérapeute. La première chose à faire dans l'écoute active, c'est, lorsque vous allez négocier, mieux vaut exclure vos idées préconçues. Si vous véhiculez des idées préconçues, vous allez arriver à la table des négociations avec des filtres de perception négatifs parfois des personnes qui sont face à vous. Ici, Nicolas Sarkozy est arrivé en se disant: je vais faire la leçon de morale et la leçon des droits de l'homme de la France vis-à-vis de la Russie. Sauf que ça n'a pas fonctionné. La deuxième chose, c'est de se rendre disponible à l'autre lorsqu'on l'écoute. Donc là, je pense avoir votre disponibilité d'écoute, hein. Je suis en train de parler, mais on en discutera après. La troisième chose, c'est ne pas interrompre lorsque vous êtes en train d'écouter. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Vladimir Poutine. Il n'interrompt pas, il écoute. Et ça lui permet de gagner du temps, ça lui permet de préparer des arguments de manière ensuite à asséner un coup fatal. Ensuite, questionner avant même d'argumenter, écouter, questionner. En négociation, c'est 60% d'écoute, 30% de questionnement, de reformulation, 10% d'argumentation. Reformuler, donc ça va avec le questionnement. Et enfin, pratiquer les silences. On a le sentiment qu'au plus on parle en négociation, au plus on va être convaincant. En fait, c'est tout le contraire qui arrive. Deuxième stratégie que les gens jouent en négociation, il me reste encore quelques minutes. Je vais accaparer une petite dizaine de minutes de votre temps encore.
Alors, qu'est-ce que la manipulation? Quels sont les avantages à manipuler quelqu'un? La différence entre rapport de force et manipulation, c'est que la manipulation, c'est du rapport de force qui est totalement déguisé. Alors, le premier avantage, c'est le sentiment d'emprise. D'ailleurs, on matérialise souvent la manipulation, vous savez, par la personne qui va tirer les ficelles, voilà, par le marionnettiste. La deuxième chose, c'est l'effet de leurre. Je l'ai leurré facilement, je n'ai pas eu besoin de m'affronter, de rentrer, pardon, en affrontement. C'est peu coûteux au niveau émotionnel. Par tout un tas de jeux de mensonges, d'omissions, je réussis à amener l'autre exactement où je souhaite l'emmener. Les inconvénients, il y a de très nombreux inconvénients à la manipulation. Voyez-vous, la manipulation est pire que le rapport de force. Pourquoi? Parce qu'une fois on s'est rendu compte qu'on a été manipulé, ça peut être par un manager, ça peut être au niveau privé, ça peut être par un collaborateur, peu importe, lorsqu'on a été manipulé, eh bien, déjà, la réputation et l'éthique du manipulateur vont s'effondrer. Donc, le risque est pire que le rapport de force. On peut se contenter de quelqu'un qui va au rapport de force, mais quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé, on s'en méfiera systématiquement. Alors, voici le meilleur exemple d'actualité que je pouvais trouver. Bon, celui-ci date maintenant, hein, ça fait quelques années, donc vous le reconnaîtrez probablement, Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget, ministre des Finances et du budget, donc c'est celui qui était censé nous contrôler, nous, hein, nous, disons-le, et qui malheureusement, lorsque l'affaire a éclaté, hein, l'affaire Cahuzac, eh bien, s'est retrouvé empêtré dans tout ce truc-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, bien évidemment, mais au début, il a commencé par du mensonge. Le mensonge a été révélé. Bon, il a été révélé par Mediapart, par le Canard enchaîné, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et puis, on a découvert qu'il y avait des comptes, hein, des comptes offshore, des comptes à l'étranger. Alors, d'abord en Suisse. Alors, soi-disant, il n'y avait pas de compte en Suisse, mais il y en avait. Mais il y avait également un compte sur l'île de Man avec plus de 2 500 000 euros. Le grand problème, voyez-vous, ici, et pour Jérôme Cahuzac, alors j'ai pris un exemple d'actualité, hein, il y a même prescription. Le grand problème ici, ça a été la sanction. Et la sanction, ça a été 4 ans d'emprisonnement, 2 ans avec sursis et 2 ans ferme. Alors voilà un exemple de ce que vous pourriez voir en manipulation. Monsieur, je crois que nous avons un répondre. C'est-à-dire? Quel problème? On a fait une grosse erreur avec vos modèles. Très grosse. On aurait dû en commander plus. C'est vrai, les petits lapins, non, ça marche pas. Oui. Ça marche pas. Vous pouvez nous livrer plus? Bien sûr, oui. On va s'organiser. Très bien. Je vous prends 8 références. Ça fait 160 pièces, soit 35 520 pour l'ensemble de nos hyper. Je suppose que le référencement est assuré, non? Vous savez, la petite cotisation. Pour couvrir les frais de dossier. Ah bah oui, si vous commencez à être un fournisseur important, c'est pas fini, hein? Vous leur avez dit pour les têtes de gondole? On va exposer vos modèles à l'entrée de tous les magasins. Ça va vous faire une publicité énorme. Vous verrez. Nous, quand on aime, on lésine pas. Naturellement, il faut à chaque fois un employé pour organiser le rayon, un autre pour le réassort des stocks, une démonstratrice. Vous comprenez bien que c'est pas à nous de les payer. Attendez, c'est vos employés, non? Ah oui, peut-être, mais le temps qu'ils passent à écouler vos vêtements, ils ne les passent pas à vendre la marchandise de nos autres fournisseurs. C'est ça le problème. Tout à fait. Mais non, je suis pas d'accord. Franchement, c'est pas normal, ça. Attendez, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? Hein? Non, les choses bougent. Et puis, la différence entre vous et moi, c'est que pour moi, votre collection, c'est qu'une affaire. C'est peut-être la dernière. Ok. Donc ça coûtera combien? 400 000. Peut-être 500, mais pas plus. Vous savez quoi, Beznek? Ils sont sympas. Allez, on va vous mettre sur le catalogue. Pour rien. 300 000 francs, hors taxe. Café, c'est pour nous. Non, non, merci. Bon, eh ben, on a fait le tour de tout. Hein? Ah non, non. J'oubliais. Grande nouvelle. Nous fusionnons avec le groupe commercial. Vous vous rendez compte du marché qui s'ouvre à vous? Hein? C'est plus de 200 hypermarchés que vous avez comme clients. C'est près de 500. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous comptez faire pour la corbeille. Quoi? Quelle corbeille? La corbeille de la mariée. La fusion nous coûte beaucoup d'argent. On vous demande juste un petit geste. Vous savez, excusez-moi, mais je ne comprends pas. Bon. Alors,
Voilà un exemple de manipulation, alors bien mieux dans le monde impitoyable parfois de la grande distribution. Alors, ça n'est pas le cas tout le temps, bien évidemment, mais les manœuvres manipulatoires existent. Alors, comment répondre à la manipulation? La première chose, c'est qu'il va falloir trouver des critères objectifs. Qu'est-ce qu'un critère objectif? Ça peut être un texte de loi, ça peut être un élément qui va vous permettre de recadrer la personne qui est face à vous. En absence de critères objectifs, c'est la subjectivité qui va l'emporter. Donc, pour repérer le mensonge et la manipulation, il y a des signes verbaux et non verbaux. Il y a également des signes paraverbaux. Alors, qu'est-ce que le verbal? Ce sont les mots que l'on va prononcer. Le paraverbal, les intonations, le rythme, le silence. Le non-verbal, c'est toute la partie visible au niveau du visage, au niveau du corps. Alors, bien évidemment, lorsque vous êtes formé en négociation, on vous enseigne de quelle manière repérer les signes du mensonge. Enfin, la dernière chose à faire, c'est avoir une bonne dose d'assertivité. Alors, qu'est-ce que l'assertivité? C'est la manière de recadrer quelqu'un face à soi en respectant ses propres émotions, les nôtres, les vôtres, et en respectant les émotions de la personne qui est en face. Tout ceci, naturellement, on vous entraîne à être assertif de manière à recadrer quelqu'un qui vous manipule. Je termine dans les 2-3 minutes qui me restent avec le compromis. Alors, la définition d'un compromis est très simple. C'est le fait de faire des concessions respectives de manière à obtenir un accord. Donc le compromis se fait à partir de pertes de part et d'autre. Alors quels sont les avantages du compromis? Le premier avantage, c'est le résultat et l'aboutissement. C'est-à-dire que parce qu'on a fait des concessions, parce que l'une ou l'un a perdu un tout petit peu et l'autre a perdu également, on réussit quand même à se rencontrer. Le deuxième, c'est que le mandat est rempli. Alors il est rempli en partie, c'est-à-dire qu'on aurait aimé obtenir mieux, mais parce qu'on a réussi à couper la poire en deux ou tout un tas d'autres fruits d'ailleurs qu'on coupe en morceaux, la négociation quelque part est terminée et le sentiment de devoir accompli est là. Il y a plusieurs inconvénients au compromis. Le premier, c'est que les concessions parfois sont très coûteuses. Si vous avez fait une grosse concession, une concession importante vis-à-vis d'un de vos clients, eh bien malheureusement, cette concession, elle va vous suivre pendant tout le reste de la négociation, tout le reste des accords à venir. Le deuxième inconvénient, c'est que la négociation est parfois bâclée. On oublie de rajouter de la valeur et on ne fait que perdre de la valeur de part et d'autre. La troisième chose, c'est l'incapacité de trouver des options créatives. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, en fin de compte, puisque j'arrive au terme de cette présentation, qu'il existe plusieurs résultats en négociation. Ce que l'un gagne, l'autre le perd. Rapport de force, manipulation. Le deuxième résultat, les gens n'ont pas vraiment gagné, n'ont pas vraiment perdu. Compromis. Le troisième résultat, c'est je vais rajouter de part et d'autre des options de création de valeur de manière à ce que les personnes en présente ressortent satisfaites. Donc la négociation, ça s'apprend bien évidemment. Nous sommes là pour enseigner la négociation. Merci beaucoup, merci pour cette belle présentation. Je rappelle que ce webinaire, il a été enregistré pour que le replay puisse être mis sur le site internet TLF pour nos adhérents et que vous pouvez également visionner encore une fois autant que vous voulez. Très bonne après-midi et puis à bientôt.